Bonjour à toutes et à tous. La DCNA, la mission d'appui, on est très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire qui va présenter la démarche très novatrice des blocs éco-responsables qui est portée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, on va vous présenter, il y aura plusieurs intervenants. Il y aura Daphnis Miller et Madame Pinson pour l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Il y aura Monsieur Possonnard pour l'expérience de la clinique de Limoges et Sébastien Fournier pour l'expérience du CHU de Poitiers sur les éco-blocs. Donc, sans plus attendre, Monsieur Miller, Madame Pinson, on vous donne la main pour présenter votre projet novateur. Merci beaucoup Bernard. Merci beaucoup à la DSNA de nous permettre de présenter ce dispositif. Effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est donc de vous présenter le bloc éco-responsable, un projet sur lequel on travaille avec Madame Pinson, qui est donc notre chargée de mission référente sur la pertinence des soins à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et donc l'objectif de ce bloc éco-responsable, c'est ce qu'on verra à la diapositive suivante. Voilà, merci. L'objectif, c'est d'une part de s'inscrire pleinement dans la nécessité de soutenabilité environnementale du système de santé, avec la valorisation aussi des démarches des établissements de la région, donc c'est-à-dire valoriser ceux qui font déjà, et aussi tirer vers le haut, en tout cas tirer vers des pratiques les plus éco-responsables possibles, ceux qui ne font pas encore, mais qui ont envie de faire. Donc voilà, donc là, on les accueille bien volontiers dans cette démarche-là. Et c'est tout à fait l'idée de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est une démarche qui est inscrite dans notre feuille de route développement durable qui a été publiée en octobre dernier et qui est disponible sur notre site internet, que je vous invite à regarder. Mais voilà, ça s'inscrit pleinement dans un ensemble de démarches et donc on essaye de mettre ça en cohérence, évidemment. C'est une grille qui va vous être présentée un petit peu après, mais qui a été validée par des experts régionaux. Donc voilà, on a voulu s'appuyer sur justement ceux qui font déjà et qui ont cette expertise pour essayer de centraliser l'ensemble de ces informations pour pouvoir après valoriser ça à travers un label. Et donc l'objectif, c'est donc de diminuer l'impact, d'inciter les différents établissements à agir sur leurs pratiques, de valoriser ceux qui font déjà. Et comment mettre ça en place? On a décidé de mettre un label bloc éco-responsable que vous pouvez voir dans sa version finalisée à droite dans la diapositive. Ça sera le Graal à obtenir à la fin de ce processus. Je laisse la parole à Doris qui a suivi le dossier depuis le début et qui a accompagné les différents experts dans sa mise en place. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour ce faire, pour vous proposer un label Bloc Éco, on a travaillé sur une grille d'évaluation avec d'abord un travail interne à l'agence avec médecins de santé publique et un appui évidemment sur les recommandations des sociétés savantes, les recommandations de bonnes pratiques. Après avoir travaillé sur cette grille, nous l'avons d'abord fait valider par l'équipe projet transformation écologique du système de santé, équipe dont nous disposons à l'agence pour mettre en œuvre la feuille de route. Ensuite, nous avons évidemment consulté des experts, une dizaine d'experts aux expériences très variées, dont 2 d'entre eux vous partageront leur vécu. Donc, médecin anesthésiste réanimateur, évidemment. Il y a de membres groupe développement durable de l'ASPAR, médecin de santé publique, d'hygiène, ingénieur hospitalier, médecin hospitalier en charge de la transformation écologique. Voilà, donc un panel assez large de professionnels pour pouvoir valider une grille qui porte sur différents items que nous allons vous proposer ensuite. Et donc, validation de la grille. Donc, sur la grille, voilà, cette grille d'évaluation bloc éco-responsable comprend 6 thématiques et 14 items. Quand on parle de label bloc éco-responsable, on parle d'un label octroyé pour une unité géographique d'un bloc. On y reviendra sans doute ultérieurement. C'est une grille d'évaluation qui porte que sur le bloc, c'est-à-dire qu'on vous propose différents items, mais vraiment très centrés sur le bloc. C'est pour ça que la première thématique, formation et gouvernance, quand on parle de formation du personnel soignant ou l'intégration dans la gouvernance, on est vraiment centré sur le bloc et pas la gouvernance de l'ensemble de l'établissement sur ce thème du développement durable. Donc, on a une autre thématique achat durable et responsable qui comprend 2 items, la mise en place d'une politique d'achat verte et réduire l'utilisation des biocides notamment.
Ensuite, nous avons une thématique pratique anesthésique et éco-conception des soins, avec notamment l'arrêt d'utilisation du N2O et la diminution de la consommation des gaz halogénés, le développement des alternatives aux gaz anesthésiques et puis la réduction de la prescription de médicaments intraveineux. Nous vous proposons aussi une thématique sur l'optimisation des ressources avec différents items sur le respect des filières d'AOM d'ASRI, les démarches de la gestion de la consommation d'eau, la réduction des déchets, la mise en place de filières de tri, la réduction de l'utilisation des équipements de protection individuelle à usage unique. Enfin, sur le transport, on vous propose un seul item centré sur le transport des médicaments et des dispositifs médicaux et absolument pas sur celui des patients. C'est vraiment là notre axe transport est très précis. Je me permets juste une remarque, parce que l'affichage n'est pas parfait malheureusement. Il y a aussi une thématique sur la consommation énergétique aussi. Donc c'est les protocoles d'économie d'énergie et je crois, alors je ne la connais plus par cœur, mais il y a aussi la consommation d'eau. Oui. On peut passer à la slide suivante. Donc, à partir de cette grille d'évaluation, chaque item, donc on a 6 thématiques, 14 items, et chaque item est gradué en 3 critères. On a repris la cotation de la certification HAS parce qu'elle est parlante, donc avec un critère impératif, standard et avancé. C'est-à-dire pour chaque item, vous aurez trois niveaux d'atteinte, enfin en tout cas d'attente aussi de palier pour le thème choisi. Donc le label bloc éco-responsable nécessite d'obtenir 100% des critères impératifs. Pour avoir un label bloc éco gradué avec 1 étoile, c'est le premier niveau. Donc, il est nécessaire d'obtenir 50% des critères, en plus des 100% des critères impératifs, 50% des critères standards. Pour avoir le label de gradué 2 étoiles, ce sera 100% des critères impératifs plus 100% des critères standards. Et enfin, le label 3 étoiles, lui, nécessite 100% des critères impératifs et 50% des critères avancés. Voilà, alors les modalités pratiques. La procédure de labellisation se déroulera comme suit, c'est-à-dire qu'un lancement de la démarche donc, en septembre de cette année, avec un dépôt des dossiers via démarche simplifiée que vous connaissez déjà pour bon nombre d'entre vous. Et dans ce dossier, on vous mettra un lien vers la mise à disposition d'un outil de reporting, c'est-à-dire sur lequel vous allez candidater. Mais cet outil, on va vous l'exposer un petit peu plus tard, mais vous mettrez votre T0 sur chaque thématique, où est-ce que vous en êtes. Et voilà, donc ça vous permettra à la fois de candidater et à la fois, on a 2 cas de figure, soit demander d'ores et déjà d'emblée la labellisation de votre bloc, soit vous pensez avoir besoin de temps pour mettre en place un plan d'action. Et dans ce cas de figure, la labellisation, l'outil mis à disposition vous permettra d'introduire votre plan d'action et vous pourrez solliciter la labellisation de votre bloc à distance, c'est-à-dire tous les ans, on ouvrira une possibilité de labellisation au mois de septembre. Simplement, pour souligner ça, c'est dans le sens où, en fait, on accueille tout le monde. On sait que tout le monde n'est pas au même niveau aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est d'une part, il y a le premier cas de figure où on valorise ceux qui font déjà. Et donc, on est là pour montrer que, voilà, il y a des établissements qui sont moteurs et qui ont déjà mis en place énormément de choses à un certain niveau. Il y a les 3 niveaux, il y a cette gradation qui est souhaitée et qui est, à mon avis, nécessaire parce qu'il y a quand même une évolution à avoir dans ces différents projets. Et le deuxième cas de figure, où pour ceux qui ne sont malheureusement pas encore assez avancés dans leur dispositif, on ne veut pas leur fermer la porte et donc on leur met à disposition un outil qui, vous allez voir, c'est un questionnaire qui donne après une sorte de tableau de bord, en fait, et on permet de suivre un peu nos actions au fur et à mesure de leur mise en place pour, avec des indicateurs précis, voir si on s'approche ou non de critères nécessaires pour avoir la labellisation. Voilà, je voulais juste spécifier cette partie. On peut passer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour les établissements candidats d'ores et déjà d'emblée, en fait, à l'octroi d'un label, donc celui-ci sera accordé tous les 3 ans.
Mais comme vous avez vu, donc on a 3 niveaux, hein, enfin, 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Pour changer de niveau de labellisation, ce sera autorisé, voilà, tous les ans. Pour les établissements qui sont un peu plus loin, voilà, du label pour l'instant, donc on met à disposition cet outil qui pourra vous permettre d'introduire, donc mettre en place votre plan d'action, de le suivre, de mesurer les impacts, puisqu'il y aura aussi la possibilité de convertir, hein, notamment sur l'énergie, etc., sur les gaz. Voilà, il y aura une conversion en équivalent CO2, et puis d'éditer un rapport. Voilà. Et donc, pour ces établissements, je vous redis, il y aura la possibilité tous les ans de demander le label. Mais vous aurez cet outil à disposition pour pouvoir suivre votre progression sur les différents thèmes. Ça permet aussi d'embrigader aussi d'autres personnes dans le bloc, parce qu'on sait que tout le monde n'est pas aussi moteur dans une même unité ou ou même dans l'établissement en général. Et donc voilà, d'avoir des dispositifs, des outils qui vont vous permettre aussi de faire passer les différents messages, parce qu'on sait que souvent ça tient à 1, 2, 3, enfin une équipe, un peu un noyau dur qui porte le message. On sait que vous avez aussi besoin d'outils. Et donc c'est aussi la volonté qu'on a eue de vous outiller justement sur cette partie-là. Autant donner des bonnes idées, mais en plus aussi donner des idées d'avancer dans vos propos et dans vos actions. Donc c'est un peu l'idée qu'on a derrière cet outil. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, si vous êtes d'ores et déjà intéressé, vous pouvez vous faire connaître donc à l'adresse mail qui est inscrite là, mais on communiquera évidemment lors du lancement au mois de septembre. Mais voilà, si vous avez des questions supplémentaires ou autres, là, on peut déjà éventuellement commencer à y répondre, même si l'idée, c'est pas d'empiéter sur la discussion qui est prévue juste après. Et sinon, directement, nous écrire par mail si vous avez besoin de poser un peu plus les choses, qu'on vous réponde le plus rapidement possible. Et le QR code, c'est simplement, ça vous renvoie à l'adresse mail, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de taper. Merci beaucoup, Mme Pinson, M. Miller. On va passer à Sébastien. Sébastien, oui. Vous prenez la main pour présenter votre démarche. Donc, vous avez 15-18 minutes. 18 minutes, ça serait parfait. Allez, 18, accordé. Voilà. Donc, moi, je vais vous présenter nos démarches et actions à la Polyclinique de Limoges. Clairement, c'est des démarches qui sont centrées sur le patient, hein. On va parler parcours patient plus que du bloc opératoire aujourd'hui. Alors, juste avant, j'ai des petits liens d'intérêt sur le... je ne peux pas faire défiler. Si, voilà. J'ai des liens d'intérêt. Je finance ou je travaille dans toutes ces associations. Voilà. Donc, je fais partie de ces affreux danseurs aux pieds nus qui aimeraient que la planète soit vivable dans 50 ans. Il faut que vous le sachiez avant d'entendre la suite du message. Donc, on va se centrer. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Malheureusement, je ne pourrais pas dire tout ce qu'on fait à la Polyclinique. Donc, j'ai sélectionné un petit peu. Et pour que ce soit plus clair, je vous ai fait une petite histoire du temps. Voilà. On va commencer en 2017, où on a mis en place notre procédure patient de réhabilitation améliorée après chirurgie colique. Alors, cette procédure a eu pour conséquence de diminuer notre DMS, donc la durée moyenne de séjour des patients bénéficiant d'une colectomie, de moitié. Voilà, c'est mon premier message. Si vous voulez faire de l'éco-conception des soins, il faut commencer par faire de la qualité, parce que ça n'aurait pas de sens de faire l'un sans l'autre. Et on voit bien, rien que sur ce graphique, qu'en faisant de la qualité, on va baisser la consommation des soins. Donc forcément, on est plus écologique. Pour que ce soit plus clair, je vous montre la photo mardi matin de notre répétiteur de soins continus post-chirurgicaux. Vous voyez qu'il y a 12 lits et que sur les 12, il y en a 2 qui sont pleins. Globalement, il y a 10 ans, on avait 12 lits pleins et c'était compliqué de faire sortir les malades pour accueillir les suivants. Maintenant, on n'a plus ce problème et la majorité du temps, la moitié du service est fermé. Vous voyez tout de suite l'impact écologique que ça peut avoir. Pour être plus clair, voici les 22 recommandations de Grace. Grace, c'est la société savante qui promeut la réhabilitation améliorée après chirurgie en France et dans le monde. Donc, il y a 12 critères pour la chirurgie colique. Et il y en a certains qui nous intéressent quand on fait l'éco-conception de soins. Par exemple, pas de préparation colique, pas de prémédication anxiolytique. Donc d'emblée, on voit une diminution de consommation de médicaments et de dispositifs médicaux. Le jeûne
le jeûne moderne, comme on dit, c'est-à-dire le jeûne avant une anesthésie, c'est 2 heures avant pour les liquides, 6 heures avant pour les solides. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ça fait partie, à mon sens, de l'éco-conception des soins. Et l'apport d'hydrate de carbone, nous, on fait boire les patients 2 heures avant les anesthésies. On leur fait boire soit un soluté qui est préparé en pharmacie, soit du jus de pomme côté orthopédie. Parce que le jus de pomme, c'est moins cher que la préparation pharmaceutique. Si vous voulez mon conseil, prenez le bio et de Corrèze, ça sera parfait. La prévention de l'hypothermie. Alors, la prévention de l'hypothermie, c'est aussi une mesure d'éco-conception de soins, en tout cas chez nous, parce qu'il y a 10 ans, on avait des blocs opératoires qui tournaient entre 14 à 16 degrés. Voilà, ça, c'est toujours une photo de mardi matin. Vous voyez que nos blocs sont à 20 degrés. On est pile dans les recommandations depuis qu'on a mis en place ce parcours patient. Et donc, on a eu une belle diminution de facture d'électricité qui est liée et à la baisse de la clim et à la baisse d'utilisation des réchauffeurs, puisque nous, côté anesthésie, quand les salles sont trop froides, on réchauffe les malades avec un dispositif, ce qui fait une double utilisation énergétique antagoniste. On continue avec pas de drainage chirurgical, donc voilà, encore une diminution de consommation de matériel. Pas de sonde gastrique, et enlever la sonde gastrique, c'est ça qui est recommandé. Nous, on n'en met plus, comme ça c'est encore plus simple, donc on diminue encore l'utilisation de matériel. Et de la même manière, enlever la sonde urinaire, c'est pareil, on fait du cas par cas, on ne met pas de sonde urinaire à tous les patients qui bénéficient d'une chirurgie colique. Et à la fin, on a réalimentation avant H24. Globalement, moi, mes patients, y compris, tous mes patients, sauf les chirurgies gastriques, boivent en salle de réveil. Donc, oui, c'est complètement faisable. Et c'est important parce que ça va nous permettre de faire un relais des antalgiques qui avant étaient donnés en intraveineux en péros. Donc ça, c'était tout ce qu'on a fait en 2017. En 2019, vu le succès qu'il y a eu côté digestif, on a fait la même chose en orthopédie pour les arthroplasties, initialement de genoux et de hanches, puis celle d'épaule. Ça nous a permis d'optimiser notre parcours patient. Donc, on a délégué à un infirmier de coordination RAC l'organisation de toutes les activités patients avant le bloc opératoire. Donc, il organise ça sur une demi-journée d'hospitalisation. On regroupe la consultation d'anesthésie, tous les examens radio, biologiques, toutes les consultations annexes si elles sont nécessaires, la somathérapie, les kinés, les avis qui sont demandés par l'anesthésiste sont donnés dans la demi-journée également, donc cardiologue, gériatre, radiologue, etc. Ce qui nous a permis de rationaliser le transport patient. Alors pour nous, c'est important parce qu'on est sur une clinique qui recrute dans un rayon de 350 km. Donc, vous voyez que quand on fait on va dire quelqu'un qui viendra de Périgueux pour venir chez nous pour faire une radio, repartir, revenir le lendemain pour la consultation d'anesthésie, on est déjà sur 400 km de voiture. Donc, c'était un élément important qu'on a mis en place, qu'on n'a pas, on n'a pas de chiffre à vous donner parce qu'on ne l'a pas monitoré simplement. Donc, poursuivons notre parcours patient. Une fois sorti de salle de réveil, il n'a plus de perfusion. Pas de sondage urinaire, alors ça c'est du cas par cas, pas de péridurale comme c'était le cas avant, donc ça pareil, c'est du cas par cas. Quand on fait la laparotomie, on pose des péridurales encore. Et on est passé plutôt au péros pour la période post-opératoire. Ça c'est important, le péros. Donc vous voyez à l'écran nos consommations de paracétamol IV et péros. IV, c'est la courbe en marron en bas et péros, la courbe en vert en haut. Vous voyez que l'implémentation de nos protocoles de RAC, ça a permis cette différence, et cette différence est importante parce que vous avez là maintenant à l'écran l'impact carbone du paracétamol dans notre clinique. Tout en haut, il y a la courbe totale qui est en marron. La courbe en rouge, finalement, c'est celle du paracétamol IV, et la courbe en vert en bas, c'est le paracétamol péros, parce que le paracétamol péros est 12 fois moins impactant sur le climat que le paracétamol IV. Moralité, la mise en place de nos protocoles de RAC, juste par l'économie par un passage du paracétamol IV à péros, ça permet de réduire nos émissions carbone de 5 tonnes équivalent par an, ce qui est important. Alors, j'ai pris le paracétamol comme, on va dire, médicament traceur, mais évidemment, on a fait la même chose pour le prophénil, l'Acupan, le tramadol, etc., tout ce qu'on donnait avant IV qui est maintenant donné péros.
On poursuit 2019, toujours, on a mis en place à l'initiative de Dr Scomparin, qui est ORL chez nous, l'association des petits doudous de Limoges. Donc ça nous permet de faire du recyclage et on recycle à peu près 400 à 500 kilos de métal par an. Voilà. On a tenté de recycler d'autres choses et là on a eu un petit échec parce qu'on a trouvé une société qui nous permet de recycler une partie du plastique qu'on utilise au bloc opératoire et on n'a pas pu le faire faute de locaux. En fait, nos locaux sont trop petits, on n'arrive pas à s'organiser. Donc on s'oriente vers une autre stratégie qui est de réduire les déchets et quand on aura assez réduit les déchets, on va se remettre au recyclage. Voilà, ça sera faisable. Ensuite, on s'est pris le Covid, hein, comme tout le monde. Entre 2019 et 2022, on n'a pas pu avancer grand-chose de ce qu'on avait prévu. Et, en 2022, alors c'était surtout des objectifs financiers qui nous ont fait réorganiser la clinique. Et ça a eu le mérite de ce qu'on passe à plus d'ambulatoires. Donc, passer à plus d'ambulatoires, ça veut dire faire plus de péros, ça veut dire faire moins d'intraveineux, etc. Vous avez compris la démarche. En 2023, on a arrêté le Desflurane. Donc ça, je pense que c'est de ça que vous voulez que je parle. On avait fait avec une association dans laquelle je travaille, Transition Limousine, on avait regardé les consommations d'halogénés de l'ensemble de notre région et j'avais calculé ce qui se passerait si on arrêtait le Desflurane, qui est 2500 fois plus impactant que le CO2 sur le climat, et si on utilisait du sévoflurane, c'est-à-dire qu'on ne change pas de pratique, on change juste de médicaments, ce qui ne change pas grand-chose dans l'activité clinique. Et on arrivait à une économie d'à peu près 1200 tonnes équivalent carbone par an dans l'atmosphère, ce qui fait à peu près 11 millions de kilomètres de voitures, hein, de mémoire. Pour comparer, les 5 tonnes équivalent carbone économisées par le paracétamol, ça faisait 46 000 kilomètres de voitures. Voilà, vous voyez qu'à la Polyclinique de Limoges, tout en haut, l'ayant fait, on épargne 444 tonnes équivalent carbone par an à l'atmosphère. Et c'est juste un tout petit changement de pratique, ça ne nous a rien coûté. Au contraire, économiquement, c'était rentable. Alors, je trouvais que, parce que j'ai fait ces statistiques-là pour le Limousin, mais après, on m'a demandé d'en faire pour plein d'autres régions, plein d'autres hôpitaux en France et dans le monde. Et je trouvais que finalement, nous, on ne consommait pas tellement d'anesthésiants halogénés. Donc, je vous ai fait le rapport de ce qu'on fait à la politique de Limoges. Globalement, en fait, on n'a qu'un quart de nos malades du bloc opératoire qui bénéficient d'une anesthésie sous halogénée. Un autre quart, c'est de l'anesthésie intraveineuse totale. Alors, le plus souvent, c'est des sédations simples, genre sédation propofol simple pour les coloscopies ou un mélange d'hypnovel et soit de kétamine, soit de sulfentanyl pour diverses petites chirurgies qui vont de la dermatologie jusqu'à l'ophtalmologie. On a un quart de loco régional périphérique et un quart de rachi-anesthésie, en fait. Et alors nous, on est tous d'accord sur le sujet, on fait plus de locorège que d'anesthésie générale dans plusieurs buts. Le premier, c'est la réduction du risque, parce que maintenant la littérature commence à être très claire, on réduit fortement les risques en faisant de la locorège. Le deuxième, c'est la gestion de la douleur. La gestion de douleur post-opératoire, en faisant de la locorège, ça nous permet de faire de l'anesthésie sans opiacé plus simplement, et on a moins de douleur post-op, c'est plus facile à gérer. Et en 3, on a aussi une question de fonctionnement. En fait, on arrive à mieux fonctionner. On trouve que la sécurité est meilleure dans le bloc opératoire. Voilà. Et en 4, on a une meilleure rémission. Nos patients, le soir, sont plus contents. Et, pour les prothèses de genoux et de hanches, par exemple, qu'on fait également sous rachi-anesthésie, je crois qu'on est un des seuls centres au monde à faire quasiment que ça. En fait, ils sont bien le soir. Ils sont encore sous l'effet de la rachi-anesthésie. Ils peuvent marcher quand même. Donc, on est plutôt content. Et on est plus content parce qu'en fin d'année dernière, on a appris que les anesthésiants halogénés, notamment Desflurane et sévoflurane, sont dégradés au cours de leur vie dans l'atmosphère en PFAS. Le F de PFAS, c'est le F de fluor. Et le fluor, c'est l'halogéné qui est utilisé pour construire Enfin, c'est la molécule, l'atome d'halogéné qui est construit pour faire les gaz dits halogénés. Voilà. Et PFAS, dont on a tous entendu parler, c'est ceux qu'on a dans les poêles antiadhésives et qui donnent le cancer. À tel point qu'en fait, on a déjà des recommandations qui commencent à tomber, qui nous disent qu'il faut privilégier l'anesthésie intraveineuse et l'anesthésie loco-régionale, qu'elle soit centrale ou périphérique, au détriment des halogénés.
Alors, pour l'anesthésie intraveineuse, on a assez d'articles pour dire que ça pollue beaucoup moins, enfin que c'est moins impactant sur le climat. Ça, c'est clair. Pour la locorège, on n'a pas encore ces données, mais on a quand même tous l'impression dans le monde entier que c'est enfoncé une grosse porte ouverte. Bon, on va finir par le montrer assez rapidement, je pense. En 2025, donc cette année, en fait, j'ai fait un petit calcul. Vous avez à l'écran l'ensemble des sites de la polyclinique de Limoges. Ce sont les impacts carbone du protoxyde d'azote. Et vous voyez la dernière ligne en 2024, le centre qui a le plus pollué, c'est le centre d'ophtalmologie où globalement on fait que de la chirurgie ophtalmologique où le protoxyde d'azote est contre-indiqué, donc on ne l'utilise pas. Voilà. D'abord, on fait quasiment que de la sédation, on n'a pas recours, très peu recours aux anesthésies loco-régionales, aux anesthésies générales qu'on fait en cas d'échec d'impossibilité de faire une locorège. Donc du coup, on utilise très peu d'anesthésie en général. Il n'y avait aucune raison qu'on ait autant de consommation de protoxyde d'azote. Et la vérité, c'est qu'en fait, tout ça, ça vient de fuites sur les circuits. Alors, je tiens à dire que notre bâtiment d'ophtalmo, il est neuf, hein, il a 4 ans, donc le circuit est neuf aussi, malgré tout, ça fuit. Et, voilà, donc en fait, ce qu'on retrouve dans la littérature, hein, 80 à 90% de la consommation de proto, c'est pas le patient qui le reçoit, c'est l'atmosphère directement à cause de fuite. Donc c'est pour ça qu'il faut condamner les circuits. Ce qu'on est en train de faire, là on a juste un souci technique, mais avant la fin de l'année, on n'aura plus de circuit de protoxyde d'azote. Voilà, pour résumer tout ça, une photo encore. Ça, c'est la réalité de mon quotidien, c'est-à-dire que pour tout ce qui est chirurgie mineure, mes patients, ils ont un cathéter obturé qui ne sera jamais connecté à une perfusion ou à une tubulure. Les médicaments que j'ai besoin d'injecter, si j'en ai besoin, ils sont faits directement dans le petit site que vous voyez. Alors, je dis chirurgie mineure, ça va de la cataracte au canal carpien, enfin tout ce qu'on peut faire sous l'ocorège évidemment. Ça va aussi sur les endoscopies euh, d'urologie, où si ça se passe bien, on ne perfuse pas les malades, hein, d'autant que je vous rappelle qu'ils boivent en salle de réveil, les miens. Ça marche aussi pour l'anesthésie générale, hein, la petite chirurgie le matin. Une cholestectomie, par exemple, je ne les perfuse pas forcément, hein. Si l'acte il dure 45 minutes et qu'il ne s'est rien passé d'un point de vue hémodynamique, il n'y a pas de perfusion. Je vous rappelle que nos patients, ils boivent 2 heures avant de venir. C'est là où je veux en venir, c'est que le respect du jeûne préopératoire et en tout cas d'apporter des boissons 2 heures avant la chirurgie, ça permet aussi de ne pas se passer de se passer de tubulure de perfusion, de perfusette de Ringer lactate ou de sérum-fils, ce que vous voulez. Donc moi, j'utilise plus tout ça. Et en salle de réveil, les patients reboivent à nouveau, ils sont pas complètement déshydratés et ils rentrent chez eux le soir. Voilà, on n'a pas fini parce qu'en 2024, je reviens en arrière, on a fait le bilan carbone de la clinique. Donc, juste pour vous donner un sens des proportions, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça semblait peut-être énorme. La clinique en entier, c'est un peu plus de 23 000 tonnes équivalent carbone relarguées dans l'atmosphère par an, ce qui fait à peu près 220 millions de kilomètres de voitures. Pour situer un petit peu ce qu'on a à faire, alors qu'on travaille déjà bien, hein. Euh, En majorité, vous voyez, la première ligne, c'est ce qui est en rose là sur l'écran, c'est l'achat de petites fournitures, c'est-à-dire les médicaments et les dispositifs médicaux. Donc, ça vient principalement du bloc opératoire. Donc, vous voyez qu'on a encore des progrès à faire, mais on a plein de pistes. Donc, c'est ce qu'on va faire. Sur le reste, vous voyez, déplacement, on est plutôt faible. On est même un peu plus faible que ce que prévoyait le Shift Project. C'est juste qu'on a déjà regroupé, on a déjà fait ce qu'il fallait pour regrouper les transports patients. Alors, on peut encore faire mieux. On, on a encore des pistes là-dessus. Sébastien, Ouais. tu as 2 minutes, t'as 2 minutes encore. Ah, mais j'ai fini là. Juste ce qu'on va faire 2025. 2025, on vient de créer notre équipe d'EcoBloc et on va se servir des documents d'ADSNA qu'on va essayer de s'approprier au mieux pour encore parfaire nos parcours patients. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on fait aussi de la prévention primaire. On s'est déjà associé à des associations locales pour promouvoir les déplacements à vélo notamment, hein. Et on a répondu à un appel d'offres pour un lieu santé sans tabac, un appel d'offres de l'ARS.
Pourquoi la prévention est primaire pour nous? Alors ça, c'est une diapo que j'ai empruntée à Transition Limousine qu'on avait fait ensemble. Que, globalement, pour dire que tout éco-geste, que vous fassiez à la clinique ou chez vous, ça a un impact in fine sur votre santé, in fine sur le climat et donc in fine aussi sur la pression sur le système de santé. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé de citer des noms pendant l'intervention. Ils sont résumés ici. Ça, c'est tous les gens avec qui j'ai dû parler pour mettre en place tout ça. Vous voyez qu'on ne fait rien tout seul. Il n'y a pas de titre chez tous ces gens. Finalement, on a tous un rôle à jouer. Et donc, si j'ai qu'un seul message, c'est qu'il faut vous parler pour faire les choses. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sébastien. Sans plus attendre, le CHU de Poitiers a une démarche aussi exemplaire. Donc, Stéphane, en plus, vous avez gagné beaucoup d'argent, beaucoup d'euros. Tu vas nous expliquer tout ça? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Je suis Stéphane Fournier. Du coup, je suis infirmier anesthésiste bloc opératoire du CHU de Poitiers et membre du comité de développement durable de la SFAR. Et je travaille régulièrement avec Sébastien, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. On va le voir un petit peu plus tard sur le sujet des gaz. On va vous présenter la démarche développement durable. Vous pouvez passer à la slide suivante. Avec le périmètre d'action du coup de la démarche au niveau du CHU de Poitiers du coup et qui est multisite sur Poitiers, Châtellerault et Montmorillon et qui va regrouper en fait les personnes responsables au sein des blocs opératoires, mais aussi tous ceux qui vont graviter autour des achats, les pharmaciens, les hygiénistes, IAD, cadres de santé. On a choisi de travailler avec 7 groupes de travail pluridisciplinaires que je vais vous détailler un peu plus loin afin de parfaire cette mission de développement durable. La création du Green Block, en fait, elle a eu lieu à la suite de mon mémoriade en 2019, puis stoppée évidemment, comme pour tous, par la crise Covid. Et on s'est organisé en créant un groupe chapeau, en fait, qui a piloté l'orientation du Green Block avec la directrice des blocs opératoires de l'époque, le cadre sup des blocs opératoires, pharmacien, hygiéniste, le cadre IAD et notre coordinatrice en transition écologique. Et après, en fait, avoir fait un benchmark de ce qui se passait. Donc, un benchmark, c'est qu'on va regarder un peu en France comment travaillent les autres. On fait ça simple parce que c'est beaucoup plus facile de faire ce que les autres ont déjà fait. Et on le met en place chez nous en essayant de l'adapter. Les groupes de travail qu'on a choisi de constituer sont les suivants. Du coup, le recycler, valoriser les métaux. C'est celui que j'avais présenté pour mon mémoriade. La réduction et l'utilisation des gaz d'anesthésie avec la suppression du protoxyde d'azote, l'amélioration du tri à la source des déchets et la valorisation de ceux-ci, l'optimisation et l'utilisation des DM stériles et la réduction des déchets générés avec un groupe distinct pour les déchets stériles et non stériles, le bionettoyage avec la réduction des biocides, les économies d'énergie au bloc opératoire, que ce soit eau, électricité ou le brassement d'air, et la communication autour de la démarche, parce que ça peut fonctionner que comme ça, avec les professionnels, donc en intra-hospitalier et en extra. Donc en mars 2023, après la validation en conseil de bloc, on a pu créer une UF au sein de notre structure, EcoBloc 86. C'est comme si vous créez un service en fait de développement durable. On a fait une réunion plénière avec les 80 professionnels, à peu près les blocs opératoires qui souhaitaient s'investir dans la démarche. On leur a proposé notre façon de voir les choses avec Claire Duverger, qui est notre coordinatrice en transition écologique. Et on leur a proposé de s'inscrire en fait sur des groupes de travail avec des fiches A3 qu'on avait placardées devant la salle de réveil. Et les gens qui passaient s'inscrivaient au fur et à mesure. On a réalisé un dépouillement et puis on a créé une mailing list par groupe de manière à pouvoir informer les différents participants sur les sujets. Notez que le groupe sur le tri des déchets avait retenu le plus de suffrages, ce qui montre un peu l'intérêt des professionnels du bloc opératoire. Et ensuite, on a recherché un pilote un peu expert pour chaque groupe de travail qu'on a formé en fonction de ce qu'on pensait être la meilleure solution possible pour démarrer les groupes. Et ces groupes travaillent ensuite en autonomie depuis l'été 2023 et nous rendent compte au fur et à mesure des réunions afin qu'on puisse être au courant et valider ou pas les process ou les projets. L'organisation, elle se fait comme suit. Par exemple, pour le groupe de travail numéro 1 que je pilote, on a 15 membres avec 2 cadres de santé, 4 IBOT, 4 IAD, 2 IDE et 3 AS. Et le groupe sur le DM stérile, donc les déchets médicaux, les dispositifs médicaux, où il y a 2 chirurgiens, 3 pharmaciens, 3 référents en matériel. Tout ça, c'est pour vous montrer que c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire et c'est ce qui va faire que ça va fonctionner. Les pilotes sont strictement volontaires par groupe et chaque groupe est autonome en termes d'organisation.
Et on organise tous les ans une soirée annuelle où on présente en fait les résultats de la démarche, mais aussi on invite 2 professionnels plutôt francophones qui nous présentent un peu les démarches qu'ils font dans leur établissement de manière à pouvoir évoluer. Mon rôle en tant que chef de projet dédié au bloc opératoire, la particularité, c'est que j'ai un temps dédié pour ça et j'ai beaucoup de chance d'avoir 20% de mon temps qui est dédié au développement durable. Du coup, je coordonne l'ensemble des projets qui sont liés au sein du bloc opératoire au développement durable, en collaboration une nouvelle fois avec Claire Duverger. On fait des suivis d'indicateurs développement durable, c'est-à-dire qu'avant toute mise en place de projet, on fait une photo à l'instant T sur nos consommations, où on en est. Ensuite, on met en place le projet et on refait des indicateurs à la fin pour voir si on a évolué d'un point de vue, je dirais, économique, social ou sociétal. Ensuite, du coup, en participant en tant que membre de la SFAR, ça me permet d'avoir quelques directives nationales et puis on participe au COPIL des gaz et on a créé depuis 2022 de mémoire un COPIL développement durable où là, du coup, on présente à notre directrice du CHU l'ensemble des projets et les avancées du développement durable au bloc. Et on réalise effectivement la formation du personnel au sein des blocs opératoires, soit sous forme de quick point, soit par l'organisation et la création de formations institutionnelles. Alors, comment on pourrait débuter? Je dirais que le plus simple, en fait, c'est de travailler avec une matrice de priorité. Vous voyez ces 4 points. Plus l'impact est fort et la faisabilité, je dirais faisable ou facile, mais ça vous permet de voir en bas à droite qu'il faut plutôt planifier cette chose-là. Et plus l'impact est fort et plus la faisabilité est grande, il faut plutôt faire le travail. Et puis après, on organise en fonction des projets qui sont décidés dans les groupes, sont intégrés soit à planifier, soit à éliminer, soit à faire en fonction de ce qui est décidé. Alors, une petite présentation de ce qu'on a pu faire. Du coup, on a choisi de travailler beaucoup avec notre communication en organisant une filière de valorisation des métaux avec des affiches au sein des blocs opératoires plutôt simples. On avait créé au début une liste exhaustive de tout ce qu'on pouvait recycler. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était imbuvable finalement pour les professionnels parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à mettre. Donc, du coup, on a choisi des petits mots simples avec des petits slogans, les métaux, je recycle, et avec des photos de manière à créer une adéquation du personnel. Les créations de l'UF EcoBloc 86 a donc permis de faire un suivi et une gestion de la filière en récoltant l'argent par la valorisation des métaux au sein de l'UF. Les gains que j'ai appelés économiques, finalement, ça nous a permis de retirer 1 tonne des métaux de nos poubelles, qu'elles soient en DASRI ou en DAOM en fonction de ce que c'était comme métaux. Et au 1er décembre 2024, vous voyez qu'on a pu finalement retirer 1,4 tonne avec 400 € de bons rachats matières qui ont été réintégrés à l'UF EcoBloc 86. Pour le groupe de travail sur les déchets, finalement, le gros du travail, ça a été la mise en conformité des filières de tri, parce que finalement, chacun triait, mais plutôt bon an, mal an, avec une certaine envie de faire un peu comme chez soi. Finalement, on a des prestataires qui donnent des directives sur notre tri qu'on doit suivre. Ensuite, récemment, on a adapté nos supports de tri avec les économies qu'on a pu faire et dont Bernard a parlé tout à l'heure. Je vous montrerai, on a pu faire un rachat de supports de tri à hauteur de 22 000 € récemment, ce qui nous a permis de vraiment pouvoir optimiser notre tri. Ensuite, on a fait une campagne d'information sur le papier de manière à motiver les gens pour recycler. Un travail sur les nouvelles affiches de tri, comme vous pouvez le voir sur la droite, avec les médicaments injectables qui doivent passer en incinération pour nous. Et donc, du coup, on a choisi de travailler avec des OPCT et un tampon gélifiant de manière à recueillir les substrats de médicaments qui sont inutilisés, même si le mieux, c'est de pouvoir les administrer au mieux. Le tri du verre médicamenteux, donc, qui est propre à l'anesthésie. Ensuite, le groupe de travail sur la gestion des gaz d'anesthésie, voilà, du coup, je me suis beaucoup appuyé avec Sébastien sur le travail qu'il avait fait, notamment pour le desflurane au bloc opératoire, considérant la suppression du N2O mural comme plutôt vital et rapide à faire. On a suivi les recommandations d'experts SFAR et ensuite, on a optimisé l'utilisation de gaz d'anesthésie en créant des formations et des cours, notamment sur la gestion du débit de gaz frais,
en fermant un peu plus notre circuit, on se rend compte qu'on consomme beaucoup moins. Et puis en limitant aussi les anesthésies, comme vous l'a dit Sébastien tout à l'heure, à inhaler par de la TIVA plutôt, la totale intraveineuse anesthésie. Alors ça, c'est un petit tableau qu'on a pu faire grâce à Sébastien pour vous remontrer et appuyer ce qu'il vous a dit tout à l'heure. En 2022, on avait une quantité de Desflurane qu'on consommait avec un coût, vous voyez, qui est quasiment semblable entre le Sevo et puis le Desflurane, et une quantité de flacons importante en Desflurane, mais qui est plus petite en quantité. Et du coup, on a fait une projection avec Sébastien si on passait en sévoflurane. Et puis finalement, on se rend compte que on fait même des économies. Donc en arrêtant le desflurane, en plus de protéger votre planète, vous faites des économies pour votre institution à hauteur à peu près de 58 000 euros. Et du coup, pour appuyer ce qu'on disait, la durée de vie dans l'atmosphère, c'était de 14 ans, mais avec un pouvoir de réchauffement global à 2540. Ça nous donne à peu près 146 tours de la Terre en voiture ou 288 000 Paris-Marseille en train, ce qui représente vraiment une économie importante de manière écologique. Et puis le protoxyde d'azote, je vais encore vous répéter la même chose que vous a dit Sébastien, il n'y a pas de secret. Bizarrement, on diminuait notre utilisation de N2O parce que les médecins anesthésistes sont plutôt concernés et se disaient c'est quand même bizarre, on diminue notre consommation, mais quand on va à la source, on se rend compte qu'on en consomme de plus en plus. Et vous voyez que à 500 kilos, donc vous voyez une demi-tonne en 2021 pour quasiment une tonne en 2023, sachant que nos consommations diminuaient, c'était plutôt étrange. Et finalement, c'est lié aux fuites, 80 à 90% sur le CHU Poitiers de fuites par rapport à l'utilisation. Et puis, on a essayé de définir donc, toujours ces indicateurs d'avant. Donc, on a pris la location de la centrale, les systèmes de téléalarme, la télégestion et le suivi des niveaux à distance. Ça coûte à peu près 8 000 euros par an. Donc, en 2023, le coût de consommation plus ces locations et ce système, ça représente à peu près 20 000 euros. Et vous allez pouvoir voir sur la slide suivante que le protoxyde d'azote, c'est un pouvoir de réchauffement global qui est à 298, donc très élevé, et une durée de vie dans l'atmosphère à 114 ans. Ça représente à peu près 34 tours de la Terre en voiture ou 68 000 Paris-Marseille en train. Et finalement, l'arrêt du proto du coup, au CHU de Poitiers, la reprogrammation des boîtiers pour arrêter la surveillance, ça coûte 1 000 euros. La commande des 5 détendeurs pour équiper les bouteilles des derniers médecins anesthésistes qui souhaitent absolument faire du protoxyde d'azote, on leur a mis les bouteilles sur les 5 salles. On a mis 2 bouteilles pour la rotation par salle, ça coûtait 660 euros. L'enlèvement de la centrale, finalement, il a été fait par la société. Et donc, finalement, en 2024, l'enlèvement plus notre consommation avant arrêt, on était à peu près à 7 500 euros parce qu'on a arrêté au mois d'avril 2024 et en 2025. Je n'ai pas encore les chiffres, mais sachez que le fait de pouvoir changer les bouteilles, ça induit bizarrement une diminution de l'utilisation du protoxyde parce que c'est un peu pénible et on trouve d'autres moyens de faire l'anesthésie, même pour la pédiatrie, ce qui est formidable. Concernant les DM stériles, c'est là où surtout Bernard voulait qu'on intervienne parce qu'effectivement, on a fait un groupe sur la gestion des DM stériles, surtout usage unique versus réutilisable. Et puis un groupe qui a optimisé un peu les DM stériles et les emballages avec un travail très important de notre pharmacienne et de son interne sur les custom packs qu'on a choisi de traiter, notamment avec les équipes d'ophtalmologie ou de la maternité pour les accouchements. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on enlevait 2 tonnes de déchets dans nos poubelles, avec un coût de traitement quand même qui est représenté, ça fait 760 euros de moins. Et ça fait presque 40 000 euros d'économie chaque année grâce à la révision juste de 10 trousses de chirurgie. Alors, on n'a pas tout encore mis en place, mais c'est en cours. Et cette projection-là, on a pu la vérifier vraiment au sein de l'ophtalmo qui représente beaucoup de chirurgie et beaucoup d'ouverture de PAC. Et donc pour ça, du coup, il faut se déplacer, rencontrer les gens, les stimuler. Et donc du coup, on faisait des rencontres avec les chirurgiens pour mener à bien ces projets Green Block tôt le matin parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles, mais c'est ce qui nous a permis de travailler. Et pour évaluer évidemment l'aspect sociétal, notre pharmacienne elle a choisi de créer une fiche recto verso de satisfaction. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais grosso modo, les agents qui utilisent les DM stériles ou les C-trousses répondent à des questions sur la logistique, l'organisation. Est-ce que c'est plus pratique, l'utilisation, sur la santé? Est-ce que le confort d'usage, c'est bien?
est-ce que le couvre-table sont satisfaisants? Et en fait, avec ça, on a eu des réponses qui étaient plutôt très satisfaisantes. Et puis surtout, un retour dont on ne s'attendait pas sur les troubles musculo-squelettiques, parce qu'évidemment, ça paraît logique, mais en ouvrant moins de packs de chirurgie, finalement, on s'abîme moins les bras, on fait moins de bruit dans le bloc et c'est plus agréable pour le patient et pour le personnel. Enfin, un groupe sur la communication, parce que c'est assez important, notamment pour les fractures, sur des structures qui sont un peu grosses comme les CHU. On a créé un truc un peu adéquat qui nous a fait beaucoup plaisir avec l'aide d'un cadre supérieur de santé. C'est la création d'une filière de valorisation des tenues hospitalières en tote bag qu'on a vendu pour 10 € pour l'UF EcoBloc 86, mais ça, c'est anecdotique. Ça nous a permis, en fait, vous voyez, ces tote bags de couleurs sont dans les différentes couleurs disponibles en manière de tenue hospitalière sur le CHU. Et du coup, au lieu de les jeter, on a fait travailler un ESAT qui habite juste à côté. On les a fait imprimer chez un imprimeur local. Et puis finalement, la démarche a tellement plu que cette année, on a pu, lors d'un congrès de pharmaciens, en revendre 200. On a créé un compte également LinkedIn pour communiquer sur la démarche développement durable au sein des blocs opératoires. Et puis, on a mis un onglet transition écologique sur l'intranet du CHU avec un lien EcoBloc 86 sur lesquels on présente les évolutions de la démarche, les quantités de déchets qu'on a pu économiser, ce qu'on a pu retirer, DM stériles, etc. Et enfin, pour les plus réfractaires, et puis leur montrer un peu les filières de tri et voir un peu où ça allait, on a créé une capsule vidéo. C'est une vidéo qui est courte et qui présente l'ensemble des filières de tri au sein du CHU de Poitiers. Merci de votre attention. Je tenais à préciser que du coup, les DM stériles et la démarche au EcoBloc 86 avait permis de générer presque 100 000 € d'économies sur l'année 2024. Donc, sachez qu'écologie et économie, ça fonctionne très, très bien aussi. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation. Je vous remercie tous les deux, c'est vraiment très très riche et très intéressant de comprendre votre démarche. On a aujourd'hui quelques questions, une ou deux questions dans le chat, donc plutôt pour Madame Pinson et Monsieur Miller. Daphne, c'est encore là? On vous entend il pas. Il a dû s'absenter, il a un autre engagement. Voilà, je vais essayer de répondre à vos questions. Bon, Madame Pinson, il y a une question, on l'a souvent, quelle est la différence entre la grille, le label que vous lancez, et par rapport à d'autres labels sur les blocs opératoires qui peuvent déjà exister? En fait, je crois qu'il y avait une question sur Primum non nocere. En fait, c'est ça. On n'a pas connaissance de leur grille. On sait qu'ils proposent une formation. Il me semble que dans leur formation, tout ce qui est économie, consommation énergétique, il me semble pas que ce soit vraiment abordé. Voilà, il n'y a pas de... Enfin, voilà, nous, on a travaillé avec nos experts et en interne, on vous propose un label ARS Nouvelle-Aquitaine. Voilà, mais je ne pense pas qu'on soit tout à fait sur les mêmes items. Mais après, toutes les grilles, enfin voilà, je pense que tout est assez complémentaire. Hein. Peut-être de ce que je connais de la démarche que vous avez enclenchée, c'est aussi que le label, il est gratuit aujourd'hui. Il n'y a pas de coût pour l'établissement. Par rapport à des sociétés privées comme Primum ou autres, aujourd'hui, le label, c'est vous qui l'attribuez, c'est une commission en interne, il n'y a pas de coût financier pour être labellisé. Absolument, et avec la plus-value de l'outil de reporting qu'on mettra à disposition des établissements, qui est quand même aussi, je pense, une plus-value voilà, par rapport aux fichiers Excel, etc., ou aux outils qu'il faut construire en interne. Donc, il y a cela. Une petite chose aussi que je n'ai pas précisée, c'est que la labellisation se fera sur site. Il y aura une visite sur site et sur pièce. Voilà, ce sera les deux volets. Bien sûr qu'il faut quand même que les établissements apportent des preuves de ce qu'ils disent. Ce n'est pas simplement une déclaration orale. Hein, même si c'est un label qui est donné par l'ARS, ce n'est pas un label qui est donné à la volée. Il y a forcément derrière un contrôle des preuves et une démarche sur place. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, des établissements qui sont en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, le label qui est construit par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, il est fait pour les établissements de Nouvelle-Aquitaine. Oui. Alors, à l'instar d'autres labels qui ont été faits par l'ARS Île-de-France, ou voilà, qui a Normandie notamment, enfin, c'est les deux plus
les plus connus, je crois. Après, la démarche n'est pas forcément tout à fait identique dans les deux régions. Voilà, il n'y a pas un label national. On voudrait, mais pour l'instant, cette démarche-là n'a pas été validée. Mais l'idée, c'est voilà, on poursuit les mêmes objectifs, d'engager les établissements dans ce mouvement. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que si vous n'êtes pas en Nouvelle-Aquitaine, allez voir votre ARS si ils ont une démarche qui peut naître dans leur région. On a une question sur les échéances et la date de sortie de la disponibilité de la grille. Septembre. Voilà, on communiquera sur le lancement officiel de la démarche, comme d'habitude, enfin sur le site de l'agence, sur les réseaux sociaux, etc. Si vous êtes d'ores et déjà intéressé, faites-vous connaître sur l'adresse générique là, qu'on a mis à la fin du diaporama, et éventuellement, voilà, on peut échanger aussi par téléphone si vous hésitez, si vous voulez des conseils, enfin voilà. Donc ce sera à partir de septembre, vous aurez une période d'environ de 2 mois pour candidater. Ensuite, on regardera un peu évidemment vos candidatures et dans quelle option vous vous situez, soit une labellisation d'emblée, soit à distance avec la mise en place d'un plan d'action qu'on regardera aussi quand même un petit peu, voilà, avec évidemment un comité de sélection, des dossiers retenus, voilà, comme un appel à candidature classique. Donc aujourd'hui, la labellisation s'adresse à tout établissement public, privé de la région de Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, oui, tout à fait. Tout établissement qui possède un bloc, voilà. Et on connaît le nombre d'établissements qui ont des blocs en région? C'est 95 ou 96, quelque chose. Oui, après, c'est ça. Voilà. Maintenant, vous connaissez l'objectif à atteindre, 95 établissements à labelliser. Voilà, tout à fait. Oui, alors une dernière précision, c'est que évidemment, au gré de la mise à jour ou de la sortie de recommandations des sociétés savantes, notre grille pourra évoluer en conséquence, évidemment. Et l'enjeu aussi, c'est de partager avec la mission d'appui vos bonnes pratiques. Ce qui se fait à Limoges, à la Polyclinique, ce qui fait à Poitiers, Madame Salaris-Borgne ou Madame Descurninges sont là pour vous accompagner à construire des fiches de bonnes pratiques et derrière à les diffuser à l'ensemble des blocs, à l'ensemble des établissements. Il faut qu'en région, le rôle de la mission d'appui, c'est vraiment de récupérer toutes ces données, de les partager entre tous pour que tout le monde grandisse et aille vers la labellisation si vous n'avez pas atteint le nombre de points suffisants. Tout à fait. Pardon. Oui, allez-y. Excusez-moi. Oui, parce que la mission, elle aura aussi un observatoire. Elle disposera aussi d'un observatoire et in fine, voilà, cet appel à candidature, la labellisation Bloc Éco, mais sur d'autres thématiques évidemment. L'idée, c'est de pouvoir enrichir cet observatoire et de mettre à disposition des outils, des recommandations, enfin des bonnes pratiques en fait partagées par les professionnels de la région sur différentes thématiques. Exactement. Et le site internet de la mission d'appui, en septembre, va arriver, comme vous. Le mois de septembre va être chargé en informations et en présentation, mais ça va être très enrichissant. Moi, j'ai une question pour Stéphane et Sébastien. Vous avez participé à la grille, à la construction de la grille. Vous trouvez comment cette démarche d'être labellisée pour vous? Est-ce que c'est une démarche très positive qui permet d'engager d'autres établissements? Sébastien. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Je dois avouer que je ne sais pas. Je ne connais pas du tout ce genre de fonctionnement. Moi, j'ai l'habitude de travailler dans mon bureau à lire des articles. Voilà. Après, de ce que je vois dans les diverses associations dans lesquelles je travaille, je me rends compte que le plus gros problème, c'est l'information et la communication, parce qu'en fait, les données sont déjà connues, hein. Je veux dire, moi, j'ai rien inventé à la Polyclinique de Limoges. J'ai fait qu'appliquer le travail d'autres gens. Et donc, je pense qu'à minima, c'est un mode de communication. Voilà. Alors, s'il y a une carotte qui permet aux gens de s'investir plus, peu importe, très bien. Mais à minima, c'est au moins de la communication. Et donc, à minima, ça sert à quelque chose. Voilà. Et vous allez vous lancer dans la labellisation?
Alors, j'ai posé la question à Sandrine Delio, qui est notre référente RSE, qui m'a dit c'est une bonne idée, mais je suis pas sûr d'avoir le temps. Voilà, parce que oui, non, il y a beaucoup de projets en fait à la polyclinique. Mais oui, de toute façon, tôt ou tard, on le fera. Ce serait quand même dommage qu'on le fasse pas, parce qu'on est déjà sur le bon chemin. Je crois que les outils qui vont être proposés à l'ARS, c'est justement pour faire gagner du temps, que ce soit assez facile à prendre en main. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qui va vous demander beaucoup de temps. L'enjeu, c'est de faciliter la démarche. On sait que vous êtes pris tous au quotidien, donc les outils qui vont être là, présents, vont être très opérationnels. Je peux dire ça, Madame Pinson. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est crucial de pouvoir vous mettre à disposition cet outil qui vous facilite la vie, quoi, en fait, et embarquer voilà, le maximum de professionnels, d'établissements dans cette démarche et pas avoir l'obstacle, en fait, reporting, etc., conversion, impact, voilà, qu'on vous met à disposition un outil un peu clé en main. Stéphane, alors, ouais, Poitiers. Moi, j'avoue, j'y suis assez favorable. J'avoue que quand on nous a contactés pour participer à cette grille, on avait déjà réfléchi avec Claire Duverger à la création d'un label pour le bloc opératoire. Nous, on l'avait envisagé plutôt en interne, mais c'est très, très bien comme ça, de manière à créer un petit peu par le concours, mais on a plusieurs types de blocs opératoires et on voulait leur mettre ceux qui travaillaient vraiment très, très bien pour mettre un peu en concurrence. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour l'ensemble du personnel sur le CHU de Poitiers, de manière à pouvoir les valoriser, chercher un moyen de communication en interne. Et je pense que la création de cet écolabel, ça va permettre de montrer aussi une certaine importance et remettre en place un peu le développement durable au sein des blocs opératoires, et notamment par rapport à l'éco-conception des soins, que je trouve importante. Donc, et nous, on va bien sûr s'intégrer pleinement dans cette démarche. Merci beaucoup, Stéphane. On a une question pratique, messieurs. Est-ce que les pinces métalliques et lames de laryngos recyclées sont pré-désinfectées si vous les recyclez? C'est quoi la démarche? Alors nous, les lames de laryngos, elles sont, on les met juste dans le bac de trempage avant la stérilisation et après elles partent à la poubelle. Enfin, elles partent au recyclage. Voilà, on a un ferrailleur qui vient, il me semble, deux fois par an à la clinique. Et il prend son bidon, il met tout dans son fourneau et voilà. Même chose. Même chose. C'est juste dans le bac dans le bac ça trempe, quoi. Ça trempe, quand ça arrive à l'aster, elles le mettent à la poubelle, c'est tout. Elles le mettent dans le circuit de recyclage. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que pour vous, Madame Pinson, est-ce qu'un dernier mot avant de conclure? On est juste dans les temps, il est 14 heures. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion? On vous espère nombreux, voilà, à entrer dans la démarche, évidemment. Vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous voulez, vous n'êtes pas certain, vous voulez. Vraiment, on y répondra. Voilà, mais on vous attend. On veut que ce label, évidemment, marche et puis voilà, embarquer le maximum d'établissements, que vous soyez voilà, très près d'être labellisé ou plus loin, mais voilà, pouvoir initier une démarche de développement durable dans vos blocs et dans chacun des établissements de Nouvelle-Aquitaine concernés. En tout cas, merci beaucoup Sébastien et Stéphane pour vos présentations. On reviendra vers vous avec toutes les informations en septembre et les outils pour que vous puissiez prendre en main un label, vous puissiez vous coter à distance et voir où vous en êtes. Donc, merci à toutes et à tous. Merci aux personnes qui ont fait les présentations. On vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire de la mission d'appui Santé durable Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Merci, au revoir.